Bonjour à tous, il est 19 heures et donc bienvenue à tous sur ce nouveau webinaire de l'AIH. Donc un certain nombre d'entre vous vont encore se connecter dans les minutes qui viennent, mais notre tradition c'est de commencer à l'heure comme vous le savez. Nous allons donc aborder ce soir le thème des lymphomes de la zone marginale avec deux orateurs de prestige que nous avons avec nous ce soir. Tout d'abord, à 19 heures débute le professeur Catherine Thieblemont, chef du service d'hémato-oncologie à l'hôpital Saint-Louis, qui va nous parler des enjeux diagnostiques et thérapeutiques. Et ensuite, le professeur Philippe Rumini, du centre Henri Becquerel à Rouen, qui va nous parler de l'aide de la biologie moléculaire dans les lymphomes de la zone marginale. Je vous rappelle à tous que ces webinaires sont enregistrés, qu'ils seront rediffusés sur YouTube, donc accessibles a posteriori. Pendant la présentation, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions ou dans l'onglet chat et nous nous efforcerons à la fin des présentations de poser les questions aux orateurs. Voilà, Catherine, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Com. Merci, Pierre-Édouard, pour avoir invité cette session de zone marginale à l'AIH. Et merci à l'AIH de présenter ces webinaires qui sont extrêmement intéressants. Et j'avoue que je vais sur YouTube, même si ce n'est pas mes spécialités, pour les mises à jour. Et ce sont vraiment des webinaires qui sont extrêmement intéressants. Et donc, les zones marginales, c'est effectivement un sujet qui est intéressant par le fait que ces lymphomes sont extrêmement difficiles ou peuvent être difficiles à diagnostiquer et à prendre en charge. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui, très bien. Parfait. Donc déjà, un tout petit rappel vraiment très macroscopique sur la zone marginale, qui est cette zone autour du follicule secondaire, surtout présente au niveau de la rate, au niveau des muqueuses et très peu dans les ganglions. Et ça va déterminer en fait la présentation clinique qui est surtout sous la forme de 3 entités distinctes au niveau des zones extraganglionnaires ou au niveau splénique ou au niveau ganglionnaire. Et donc, les formes extraganglionnaires représentent 70% des lymphomes de la zone marginale et sont sous de stade 1. Et le site le plus fréquent, c'est l'estomac. Les lymphomes spléniques de la zone marginale représentent 20% de ces lymphomes de la zone marginale et les lymphomes ganglionnaires de la zone marginale représentent seulement 10% de ces lymphomes. Et les spléniques et les ganglionnaires sont en général des maladies disséminées, donc de stade 4. Au niveau des lymphomes extraganglionnaires, il faut distinguer donc selon les sites muqueux ou les sites non muqueux, et on peut avoir une infiltration par un lymphome de la zone marginale dans n'importe quel site extraganglionnaire. Muqueux, les plus fréquents, c'est gastrique et poumon, mais aussi vous avez au niveau du tractus urinaire, sein, thyroïde, glandes salivaires, et non muqueux, la peau, les méninges, l'orbite. En 2018, donc au niveau de la classification de l'OMS, on avait donc ces 3 entités, mais en 2016, c'est rajouté l'entité avec les infiltrations leucémiques pures, appelées clonal B-lymphocytosis, de type zone marginale, donc les CBL de type zone marginale, représentant 5% de l'entité des zones marginales qui vont évoluer vers les lymphomes spléniques de la zone marginale. Et il a été aussi ajouté ces lymphomes spléniques non classifiables, souvent des entités borderline, frontières, entre en zone marginale avec une infiltration de la pulpe rouge de la rate ou même des variants des tricholococytes, donc vraiment des formes frontières entre zone marginale et tricholococytose. Alors, j'aimerais bien changer plus facilement.
Voilà. Ce qu'il faut bien se rappeler lorsque on est clinicien et qu'on prend en charge ces lymphomes, c'est que malgré cette diversité clinique extrêmement importante, ce sont des lymphomes extrêmement indolents dont l'évolution clinique peut vraiment perdurer sur des années sans symptômes pendant plusieurs années. Et donc, ces lymphomes vont être soit de manifestations extraganglionnaires, spléniques ou ganglionnaires, mais tous ont cette même communauté de présentation, à savoir l'indolence clinique. Ces lymphomes sont connus pour être des lymphomes extrêmement rares et effectivement, quels que soient les pays où sont analysés ces lymphomes, eh bien, ça représente environ la moitié par rapport aux lymphomes folliculaires, qui sont l'autre grande partie des lymphomes indolents chez l'adulte, bien que dans les âges de plus de 70 ans, ça devient quand même le deuxième lymphome le plus fréquent. Ici, chez l'adulte, les lymphomes marginales représentent 8% des lymphomes, mais lorsqu'on passe à plus de 80 ans, eh bien, vous voyez qu'il y a deux sous-types de lymphomes les plus fréquents, les DLBCL agressifs et les lymphomes de la zone marginale, représentant 26% des lymphomes à plus de 80 ans. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces lymphomes de la zone marginale sont associés à des stimulations antigéniques chroniques, ou en tout cas peuvent être associés à ces stimulations antigéniques chroniques, qui sont le fait de deux catégories de stimulation, les stimulations infectieuses. Au niveau de l'estomac, c'est bien sûr Helicobacter pylori qui a été la première entité, premier pathogène microbien identifié au niveau de l'estomac par Peter Isaacson dans les années 80. Et lorsqu'on traite, comme on le verra, lorsqu'on traite par antibiotiques le Helicobacter pylori, eh bien, on traite le lymphome. Mais il y a eu d'autres pathogènes microbiens et bactéries associés à ces lymphomes de la zone marginale, comme Campylobacter jejuni dans l'intestin, forme très rare de lymphome de la zone marginale, les Chlamydia psittaci au niveau des annexes oculaires qui proviennent des fientes d'oiseaux, notamment des canaris. Et donc, il faut toujours poser la question au patient s'il a des oiseaux domestiques chez lui. Borrelia burgdorferi dans la forêt de Chantilly ou dans les Pyrénées au sud de la France. Au niveau des poumons, il y a eu une bactérie qui a été retrouvée surtout en Autriche et qui n'a jamais été retrouvée dans d'autres pays, la Chromobacter xyloxidans. Et au niveau viral, le virus d'hépatite C qui a été bien décrit, notamment en Égypte, et quelques cas ici en France, en Île-de-France en particulier, avec l'association de l'hépatite C et des lymphomes spléniques de la zone marginale. L'hépatite C, maintenant, on peut la guérir, donc on ne voit plus beaucoup d'associations hépatite C ou lymphome splénique de la zone marginale, sauf chez les patients qui proviennent éventuellement d'autres pays. Et côté inflammation, auto-antigène, la thyroïdite d'Hashimoto avec les lymphomes de Malte thyroïdien et les syndromes de Sjögren avec les lymphomes de Malte de la glande salivaire. C'est ce concept de lymphome de la zone marginale extraganglionnaire associé à ces stimulations antigéniques ont été extrêmement importants pour expliquer la pathogénèse de ces lymphomes et aussi importants pour apporter des traitements spécifiques, notamment pour les lymphomes de Malte associés aux bactéries et aux virus. Et donc, pour comprendre ce qui se passe lorsqu'on a une stimulation antigénique chronique, eh bien, que ce soit par infection ou par entéotigène, vous allez avoir au niveau de l'épithélium de ces lymphomes extraganglionnaires une activation de chémokines, de neutrophiles, de macrophages, vraiment une attirance pour une inflammation chronique qui va faire que il va y avoir une prolifération des lymphocytes B, une acquisition de ce tissu lymphoïde qui, au gré des altérations géniques, vont faire qu'il va y avoir un lymphome de Malte d'abord dépendant à cette stimulation antigénique pour ensuite, sous l'effet d'altérations génétiques additionnelles, être indépendant de la stimulation antigénique.
Et c'est au moment où le lymphome de Malte est toujours dépendant de l'antigène qu'on va bien sûr pouvoir agir de façon spécifique pour traiter par antibiotique par exemple ou par antiviral les pathogènes microbiens. Comme je vous le disais, en termes de diagnostic, le diagnostic peut être parfois difficile. Ces lymphomes sont des lymphomes B. Donc, vous allez avoir une positivité du CD19, CD20 et CD22. Ces lymphomes sont toujours BCL2 positifs et une négativité de l'ensemble des autres marqueurs. Donc, il n'y a pas de marqueur spécifique de ce lymphome de la zone marginale. Par contre, ils vont être CD10 négatifs. On exclut donc les lymphomes folliculaires. CD5 négatifs. Lymphome à cellules du manteau, leucémie lymphoïde chronique sont généralement CD5 positifs, mais les lymphomes de zone marginale sont dans un tiers des cas CD5 positifs. Et on va pouvoir écarter le lymphome du manteau en testant la cycline D1 qui est toujours négative. Les autres marqueurs CD23, CD25, CD103 sont aussi négatifs en immunohistochimie pour faire le diagnostic de lymphome de la zone marginale. Les autres marqueurs qui peuvent éventuellement aider au diagnostic, c'est le karyotype, où vous avez des anomalies vraiment très différentes dans les trois entités. Dans les lymphomes extraganglionnaires, vous allez avoir des translocations, comme la T11-18 qui va réarranger BIRC3 et MALT1, la T14-18 différente de la T14-18 du lymphome folliculaire avec un réarrangement de l'IGVH et de MALT1, la T1-14 qui va réarranger BCL10 et des délétions du 6Q. Dans le lymphome splénique ou ganglionnaire de la zone marginale, vous avez pas de délétion générale, mais des trisomies ou des délétions. Dans le splénique, vous avez de façon assez fréquente, 30 à 40% des cas, une délétion du 7 et du 7Q en particulier, des trisomies 3, 12, ce qui est similaire par rapport à la leucémie lymphoïde chronique, trisomie 18 et des délétions du 6Q. Et dans le ganglionnaire, vous avez des trisomies du 3, du 7 ou du 18. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le répertoire IGVH va être biaisé et restreint de façon extrêmement importante avec des restrictions spécifiques de certains sites d'envahissement. Par exemple, au niveau oculaire, une restriction sur l'IGVH 434, au niveau de la glande salivaire 1,69, au niveau du splénique, ça va être plutôt du 1,204 et au niveau ganglionnaire, 4,34 comme certains lymphomes extraganglionnaires. Sur le plan mutationnel, on a appris sur les 10 dernières années que le profil mutationnel des lymphomes spléniques de la zone marginale ou ganglionnaire peuvent aider éventuellement au diagnostic avec des mutations de Notch2 dans 20% des cas dans le splénique, 25% des cas dans le ganglionnaire. MYD88, qui est vraiment muté dans le Maid-Wallström, peut être aussi muté dans les lymphomes de la zone marginale, splénique ou ganglionnaire, et même dans ces formes leucémiques pures. Par contre, il n'y a pas de mutation de BRAF vraiment spécifique de la tricholeucocytose et pas d'autres mutations vraiment très spécifiques. Mais c'est surtout effectivement la voie Notch ici qui peut être mutée notamment dans les lymphomes spléniques de la zone marginale et ganglionnaire. Vous avez aussi des mutations vraiment de la voie BCR au niveau de la voie CD40-BRAF avec TRAF3, CARD11 et MYD88 comme je vous le disais. Tout ça va activer la voie NF-κB. Vous avez aussi des mutations de BCL2. Vous avez des mutations des voies épigénétiques et de la réparation de l'ADN. Très peu de mutations de P53, environ 10 à 15% des cas. En tout cas, tout ça va coopérer pour faire qu'il va y avoir une altération génétique qui va faire une indépendance par rapport aux antigènes de stimulation chronique tels que les infections ou les auto-antigènes. Toutes ces mutations, toutes ces dérégulations vont pouvoir aider au diagnostic, comme je vous le disais, qui peut être compliqué sur le plan immunophénotypique. Et Philippe Rumini va vous en parler juste après, avec des moyens techniques qui sont à développer pour ces lymphomes à petites cellules B. Alors, quelle va être la prise en charge
de ces lymphomes, après avoir vu ces coopérations génétiques, eh bien, comme je vous le disais, ces lymphomes sont vraiment des lymphomes extrêmement indolents pour lesquels, si le patient est asymptomatique, on va surveiller le patient. Et la question qu'on va se poser tout en suivant le patient, c'est quand est-ce qu'on commence le traitement et est-ce que lorsqu'on va choisir le traitement, est-ce qu'on choisit un traitement plutôt local ou plutôt un traitement général systémique? Quels sont les arguments pour ça? Et donc, je vais commencer par vous décrire les lymphomes extraganglionnaires, en commençant par les formes les plus fréquentes, gastriques par exemple, pour ensuite vous parler des lymphomes spléniques et des lymphomes ganglionnaires. Donc, ces lymphomes gastriques de Malte représentent 35% des lymphomes extraganglionnaires. Ils sont souvent de stade 1 et ils sont symptomatiques parce qu'on fait la gastroscopie sur des symptômes gastriques. Au niveau de la gastroscopie, on peut avoir 3 présentations, soit une forme ulcéreuse, dans 20% des cas, soit une forme de pseudogastrite avec un effet de gastrite sur tout l'ensemble de l'estomac, ou alors des nodules au niveau de la muqueuse gastrique. La seule forme qui peut donner des anémies par hémorragie ou par carence martiale, c'est la forme ulcéreuse, bien sûr. Et donc, pour cette entité de lymphome gastrique, on va se poser la question de 1, est-ce qu'on a une dépendance par rapport à Helicobacter pylori? Est-ce qu'on est sur un lymphome localisé ou disséminé? Et ça, on va voir quels sont les examens pour permettre d'évaluer l'extension de la maladie et quelle est la meilleure option thérapeutique. Quels sont les éléments pour définir la dépendance à Helicobacter pylori? Eh bien, c'est l'anapathe qui va vous dire s'il y a sur la coupe de la biopsie, s'il y a de Helicobacter pylori, parce que le pathologiste peut très bien repérer très vite l'infection par cette bactérie qui se trouve à la muqueuse, au niveau de la surface de la muqueuse. Si l'histochimie est négative, il est nécessaire de faire la sérologie, ou alors vous pouvez avoir recours au test respiratoire à l'urée, au carbone 14, ou la recherche de l'antigène dans les selles. Tous ces 3 éléments-là sont également performants pour faire un diagnostic d'Helicobacter pylori au niveau de la muqueuse de l'estomac. Personnellement, je m'arrête à la sérologie si l'immunohistochimie est négative. Dans le cadre du bilan d'extension, donc on fera comme tout lymphome un examen bien sûr physique pour voir s'il y a des ganglions associés, un hémogramme, un taux de LDH. On va vérifier bien sûr les fonctions rénales et hépatiques, faire une immunofixation des protéines, faire les sérologies hépatite B, C, HIV et faire un scanner. Il est optionnel de faire une biopsie médulaire. Personnellement, je ne fais plus jamais de biopsie médulaire aux lymphomes présentant des lymphomes de Malte parce que le plus souvent, ces lymphomes extraganglionnaires sont vraiment spécifiquement spécifiquement liés à l'organe où il y a le lymphome de Malte. Donc très peu d'envahissement, moins de 30% des cas, et le pronostic ne va pas être défavorable s'il y a une infiltration de la moelle. Donc votre traitement ne va pas être modifié par l'infiltration ou non au niveau de la moelle osseuse. Spécifique à certains organes, vous allez bien sûr faire une endoscopie digestive à ces patients présentant un lymphome gastrique de Malte avec de multiples biopsies et vous déterminerez le statut d'Helicobacter pylori. Le PET scanner ne doit pas être fait en dehors d'essais thérapeutiques et en général, ces lymphomes de Malte, même s'ils sont indolents, sont positifs au niveau du PET scanner. Le karyotype, la recherche de certaines translocations, notamment 11-18, qui est associée au fait que le patient va être réfractaire au traitement antibiotique contre Helicobacter pylori, est optionnel à cette étape-là.
Donc, la prise en charge pour ces lymphomes de Malte gastrique associés à Helicobacter pylori va être d'abord de chercher à éradiquer Helicobacter pylori, parce que l'on sait qu'on va obtenir 80% de réponses complètes par rapport au lymphome, avec un temps médian pour obtenir cette réponse complète de plus d'1 an. En général, ces patients sont très peu symptomatiques, donc il ne faut pas se presser pour changer de traitement, sachant que le taux de réponse, la réponse complète va être obtenue en 3 à 28 mois. La résistance, comme je vous le disais, peut être associée à la présence d'une translocation 11-14. Et lorsque vous éradiquez l'Helicobacter pylori et que vous avez obtenu une réponse complète, cette réponse complète va perdurer. Avec, vous voyez, à 5 ans, 70% des patients qui sont encore en réponse complète après un seul traitement antibiotique. Donc, en pratique, vous faites votre traitement antibiotique. En général, c'est un traitement séquentiel, triple, basé sur clamoxyl et clarflagile. Ça, c'est les ordonnances classiques qui sont proposées. Vous faites votre ELITest 4 semaines après la fin de l'antibiotique en arrêtant l'IPP au moins 2 semaines avant l'ELITest. Et vous faites, comme je vous le disais, votre fibroscopie gastrique à 3 mois par rapport au traitement antibiotique. Si votre éradication a été faite, si votre fibroscopie est normale, avec au niveau de la biopsie qui sont faites de façon systématique, pas de lymphome ou simplement une infiltration résiduelle, à ce moment-là, c'est un suivi auprès du gastro-entérologue avec une fibroscopie gastrique tous les 6 mois, tous les 2 ans ensuite, une fois tous les 5 ans. En tout cas, ce n'est plus l'hématologue qui suit le patient, c'est vraiment le gastro-entérologue. Si par contre, il y a toujours une lésion macroscopique au niveau de la fibroscopie gastrique et que la biopsie est toujours positive et que vous avez toujours de l'Helicobacter pylori, à ce moment-là, vous faites un deuxième traitement éradicateur. Et si jamais vous avez toujours le lymphome, au bout de 3 mois, c'est-à-dire 6 mois supplémentaires, eh bien, vous cherchez à faire un autre traitement. Sachant que l'association Helicobacter pylori et lymphome gastrique a beaucoup diminué entre les années 80 et actuellement, avec, vous voyez, dans ces différents pays, en Angleterre, en Autriche ou en Italie, auparavant c'était 90% d'associations et maintenant on est à moins de 20%, entre 30 à 20% selon les pays. Ce qui fait que l'incidence de lymphome gastrique de Malte a beaucoup diminué les années qui viennent de se passer. Lorsqu'on souhaite faire un autre traitement qu'un traitement rééducateur, parce qu'on a un lymphome gastrique qui est indépendant par rapport à la bactérie, eh bien, on a 2 options. Soit une irradiation de l'estomac, 30 degrés, avec des taux de réponse qui sont vraiment excellentes et jamais de récidive en général. Ou lorsque vous ne souhaitez pas faire de traitement par radiothérapie ou que le lymphome est plus disséminé, vous avez le choix entre 2 schémas, un traitement par hercoloriminophène ou un traitement que j'appellerais plutôt un traitement court, herbanamustine, 4 cures si vous êtes en réponse complète à 3 ans avec des taux de réponse qui sont vraiment excellents. Mon expérience personnelle, c'est plutôt de faire un traitement par radiothérapie. Franchement, ça marche vraiment très très bien et les patients ne rechutent pas. Autre lymphome que je voulais vraiment voir avec vous est le lymphome de Malte oculaire qui représente 10% des lymphomes extraganglionnaires, stade 1 localisé, qui infiltre le plus souvent la conjonctive dans 66% des cas, mais parfois seulement la glande lacrymale ou les tissus mous. Et donc là, vous posez la question de la dépendance par rapport à Candida psittaci. Savoir si c'est un lymphome de Malte localisé ou disséminé. Et généralement, c'est vraiment localisé à un seul œil, mais vous pouvez avoir les 2 yeux atteints. Et la meilleure option pour ces patients va être soit la radiothérapie, soit la chimiothérapie. La radiothérapie, excellent taux de réponse, mais par contre, vous pouvez avoir des rechutes dans l'œil contralatéral et des séquelles à type de cataracte, d'œil sec, de kératite, de dérégénération maculaire ou des problèmes de vitrée dans 45% des cas. Donc, chez les patients âgés, éventuellement, on peut proposer cette option thérapeutique. Chez les sujets jeunes, je vous engage fortement à choisir un autre traitement
type, comme je vous le disais, R-chloraminophène ou R-bendamustine, avec de très bons taux de réponse. Si vous ne souhaitez pas faire un traitement par R-chimiothérapie, eh bien, vous pouvez faire éventuellement seulement du rituximab. On verra que les taux de rechute sont à ce moment-là un peu plus importants, mais éventuellement, vous pouvez choisir cette option-là pour éviter la chimiothérapie. Pour les lymphomes de Malte pulmonaire, là aussi, je voulais vous en parler parce que ça représente donc 9% des lymphomes extraganglionnaires. C'est souvent des lymphomes qui sont disséminés aux deux champs pulmonaires. Et la meilleure option va être la chirurgie si c'est seulement un seul nodule, ce qui est rare, et R-chimiothérapie si c'est disséminé, type R-bendamustine ou R-chloraminophène. Donc, juste pour revenir sur les réponses, R-chloraminophène qui a montré une efficacité supérieure par rapport au R seul ou chloraminophène seul, avec le seul essai randomisé de phase 3 publié par Imnizuka. Et donc, vous voyez que R-chloraminophène fait mieux en PFS. Il n'y a pas de différence en survie globale. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez éventuellement choisir R seul si vous ne voulez pas faire de chimiothérapie, mais en sachant que vous aurez peut-être un petit peu plus de rechute. R-bendamustine, qui a été publié seulement en phase 2 par l'équipe espagnole. L'avantage, c'est que dans 75% des cas, vous allez avoir une réponse complète à 3 cycles et vous allez pouvoir arrêter à 4 cycles. Donc, c'est presque un traitement minute du lymphome extraganglionnaire, avec, vous voyez, des PFS qui sont absolument incroyables avec ce traitement minute. Deuxième sous-type de lymphome de la zone marginale, le lymphome splénique. Comme je vous le disais, présentation clinique, augmentation de la rate, une infiltration du sang et de la moelle chez tous les patients lorsqu'on recherche le cône, même lorsque vous n'avez pas d'hyperlymphocytose. Le diagnostic va être fait par cytométrie en flux avec un score de Matutes inférieur à 3, les marqueurs CD19, CD20 positifs et le plus souvent un CD5 négatif, mais dans un tiers des cas positif quand même. Et c'est pour ça qu'il est important d'écarter le diagnostic du lymphome du manteau avec un réarrangement de la cycline D1. Mutation ou délétion de P53 dans moins de 10% des cas. Quand est-ce qu'on commence le traitement du lymphome splénique des zones marginales? Eh bien, certainement lorsque cette splénomégalie est symptomatique. Donc, douleur, constipation par compression sur le tube digestif. Parfois, le patient peut commencer à être anémique ou thrombopénique. Certainement pas lorsque le patient est hyperlymphocytaire. Ce n'est pas comme la leucémie lymphoïde chronique. On n'a pas des hyperlymphocytoses qui sont exceptionnellement importantes. Donc, ce n'est pas un critère pour débuter un traitement. Vous devez probablement commencer un traitement lorsqu'il y a des désordres auto-immuns, on va y revenir, et en tout cas, ce sera un traitement qui sera différent, mais vraiment spécifique par rapport à l'auto-immunité. Et vous devez vous poser des questions lorsque vous avez une maladie splénique qui est associée à une infiltration ganglionnaire ou à un taux de LDH élevé ou la présence de symptômes B devant le fait que la maladie est peut-être transformée. Lorsque vous avez un lymphome splénique zone marginale, vous n'avez pas de symptômes B, le taux de LDH n'est pas très augmenté, sauf lorsque vous avez vraiment une très grosse rate et vous n'avez pas d'adénopathie périphérique très importante. Donc, juste pour revenir sur ces désordres auto-immuns, dans la moitié des cas, vous allez avoir un composé monoclonal de type IgM où il peut y avoir une hyperviscosité ou donc une hypergammaglobulinémie. Les autres désordres auto-immuns, vous avez des anémies hémolytiques dans 10% des cas. Le test de Coombs est positif dans 16% des cas sans avoir automatiquement d'anémie hémolytique vraiment très importante, symptomatique en tout cas. Une thrombocytémie auto-immune de façon rare, 5% des cas, et d'autres manifestations auto-immunes telles que des troubles de coagulation, des phénomènes d'agglutinine froide, des déficits en sérum estérase avec des symptomatologies de type angioédème ou des neuropathies auto-immunes. Et donc là, vous devez traiter ces désordres auto-immuns, soit de façon spécifique si la maladie splénique n'est pas très importante, ou directement le lymphome splénique si vraiment vous avez une majoration de la présentation splénique.
La splénectomie a été le traitement historique de ces lymphomes spléniques qui vont rapidement corriger la cytopénie et même diminuer l'infiltration de la moelle osseuse avec une médiane de prochain traitement 8 ans après la splénectomie en médiane. Et le plus souvent, ces patients ne vont pas mourir du lymphome après splénectomie, mais vont mourir d'autre chose dans la moitié des cas. Actuellement, on est plus conservateur et on va essayer de proposer aux patients un traitement par rituximab seul, sur un schéma avec maintenance durant 1 an, comme l'a montré Kristina Kalpadakis. Sans maintenance, sans entretien, vous allez avoir une rechute assez proche. Avec un traitement d'entretien par rituximab, soit sur 1 an ou sur 2 ans, eh bien, vous allez avoir une PFS qui est correcte. Le schéma proposé, c'est 6 injections d'induction 1 fois par semaine et ensuite l'entretien 1 fois tous les 2 mois durant 1 an ou 2 ans. L'association avec chimiothérapie, que ce soit avec le RFC, le CVP, la cladribine ou la bendamustine, est en fait assez toxique et n'est pas recommandée en première ligne. Pour les lymphomes ganglionnaires, qui représentent seulement 10% des lymphomes de la zone marginale, eh bien, on va commencer un traitement sur les critères de forte masse des lymphomes folliculaires, donc soit une forte masse, soit plusieurs ganglions de plus de 3 cm, ou la compression d'organes, ou la présence d'une acide ou d'un épanchement pleural. Et là, le traitement recommandé va être plutôt R-bendamustine, R-fluda, R-CHOP, et à éviter, en tout cas pour la R-fludarabine, chez les patients notamment jeunes, et R-CHOP seulement sur transformation. La maintenance, souvent on pose la question, est-ce qu'on peut faire une maintenance dans les lymphomes de la zone marginale? C'est un lymphome indolent et on aurait bien sûr envie de faire parfois de la maintenance par rituximab comme sur les lymphomes folliculaires. Eh bien, ceci a été testé dans Gallium, en randomisé, et en fait dans la cohorte de lymphozone marginale, il n'y a pas de différence. Ces patients, avec entretien ou sans entretien, ces patients ont été traités en induction par R-bendamustine, R-CHOP ou RCVP. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'infections avec une toxicité vraiment importante pour ces patients qui étaient traités par maintenance. Quelles sont les perspectives? Eh bien, comme vous voyez, il y a eu beaucoup de tests, mais avec souvent des petites cohortes de patients avec des P3 kinases, le inaidamide, l'ibrutinib, le bortezomib, l'idélalizib, le rituximab et l'évorilumus. Ce qu'il faut retenir, c'est que en monothérapie, ces médicaments font à peu près tous la même chose, à savoir la moitié de réponse, sachant que l'association a été testée avec Erlen en première ligne, avec des taux de réponse qui sont assez intéressants, hein. Vous voyez ici 80% de réponse globale dans les formes ganglionnaires, extraganglionnaires ou spléniques en première ligne, et en rechute 65% de réponse globale. Les PI3 kinase inhibiteurs ont été testés avec plusieurs entités, avec des taux de réponse là aussi intéressantes, mais des toxicités trop importantes, je pense, pour ces lymphomes très indolents, hyperglycémie, hypertension, fatigue, neutropénie, quels que soient les inhibiteurs de PI3 kinase testés. L'ibrutinib ou le zanibrutinib, l'ibrutinib a été approuvé par les FDA dans le cadre des lymphomes de la zone marginale en rechute. Avec cette étude, seulement 60 patients, 48% de réponse globale et avec une médiane de PFS à un peu plus d'1 an. Il n'y a pas eu d'accord pour utiliser ce médicament en Europe et zanibrutinib est actuellement en présentation, a été présenté à l'ASH et va être soumis et a été soumis à l'ESH avec peut-être un petit peu plus de réponses dans ces formes de lymphome de la zone marginale en rechute réfractaire. L'évérolimus bloquant mTOR
donnent des taux de réponse qui ne sont pas très importants, seulement 25% de réponse globale, 4% de réponse complète, mais avec une toxicité qui est vraiment trop importante et pas acceptable pour les lymphomes de la zone marginale en rechute. Je terminerai par les scores pronostiques. Est-ce qu'on a des scores pronostiques spécifiques pour ces entités de zone marginale? Oui, on a le MALT IPI qui est basé sur l'âge supérieur à 70, le stade disséminé ou le taux de LDH. Pour le lymphome splénique, on a 2 scores pronostiques et pour les lymphomes ganglionnaires, on n'a pas de score pronostique. Pas de biomarqueur non plus, sauf P53 dans le lymphome splénique. Ici, vous avez la discrimination selon ces scores. POD24 a été souligné par 2 publications comme pouvant permettre de différencier le pronostic des lymphomes de la zone marginale en rechute. En conclusion, et donc pour terminer pour cette prise en charge de lymphome, eh bien, les patients qui ont besoin d'un traitement doivent être gérés avec les spécialistes d'organes, traiter d'abord les infections si c'est un lymphome extraganglionnaire lié aux infections et réfléchir entre traitement local ou traitement disséminé. Pour le lymphome splénique, la splénectomie seulement à réserver maintenant si la splénomégalie est vraiment massive et traitée par un traitement non toxique, rituximab en monothérapie, et pour les lymphomes ganglionnaires, surtout erbanamustine. En rechute, eh bien, on peut réutiliser le rituximab, il n'y a aucun traitement standard et le traitement doit vraiment être discuté avec le patient et on essaie de construire des essais cliniques qui soient spécifiques de ces entités. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, professeur Thiablemont, de cette belle présentation des panels diagnostiques et thérapeutiques. Sachant que le temps coule, je propose qu'on passe directement à la deuxième présentation. Et donc, on va donner la parole au professeur Philippe Rumini pour la partie biologie moléculaire. Ok, c'est bon, vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, très bien. Alors, je suis pas, c'est gentil, je suis pas professeur encore. Je suis juste je travaille dans une petite équipe de recherche à Rouen, voilà. Donc c'est bah, juste un détail comme ça, hein, c'est pas important. Alors, je vais essayer. Ou alors c'est que je suis pas au courant, mais je pense pas. On aime valoriser nos invités, c'est pour ça. Ouais, ouais, c'est gentil. Ah non, non, mais je le prends bien, hein, attention. Euh, je sais pas si vous voyez mon. On le voit très bien, vous pouvez le mettre en grand maintenant, c'est parfait. Voilà. C'est bon? Oui, on peut y aller. Voilà, bon bah je vais essayer de faire succinct. J'ai beaucoup moins d'expérience sur le lymphome de la zone marginale que Catherine, ça c'est clair. Donc nous en fait on travaille dans une équipe de recherche. On est vraiment notre objectif principal, c'est vraiment d'essayer de faciliter un petit peu le diagnostic de tous ces lymphomes, surtout les lymphomes B. Alors on diverge un petit peu en ce moment sur les lymphomes T, mais en disant que finalement, bah, il y a toujours des formes frontières, il y a toujours des cas difficiles, et si la génétique moléculaire peut apporter quelque chose, bah, on creuse un petit peu de ce côté-là. Donc, il reste qu'aujourd'hui, les lymphomes, le diagnostic des lymphomes, bah, c'est essentiellement du domaine des pathologistes qui vont, bon bah voilà, c'est la biopsie ganglionnaire avec l'histologie, l'immunohistochimie, et puis bah, les pathologistes vont rendre bah, lymphome de haut grade, lymphome de bas grade, avec toute la complexité qu'on connaît et dont vous a parlé Catherine à l'instant. Et donc, bah, on peut se poser la question de la place du diagnostic moléculaire, de la génétique, même si effectivement il y a des translocations chromosomiques. Alors après, les translocations chromosomiques, est-ce que le karyotype est fait de façon systématique dans beaucoup d'endroits pour pour le diagnostic des lymphomes? C'est un petit peu compliqué. Alors, il y a des techniques de fiches qui peuvent venir, mais voilà. Alors, c'est quelque chose, en fait, le diagnostic par la biologie moléculaire et notamment les signatures d'expression génique. Alors, toute cette histoire-là, ça a vraiment commencé il y a une vingtaine d'années avec ce papier-là de l'équipe de Louche-Taught, qui a démontré qu'en fait, en établissant des profils d'expression génique, on pouvait identifier 2 maladies complètement différentes dans les lymphomes B diffus à grandes cellules. Donc aujourd'hui, tout le monde connaît ce papier avec la description des diffus GC, donc de bons pronostics, et des diffus ABC. Et ça, bah, ça a permis de pas mal, ça a créé beaucoup d'espoir
notamment sur le développement des thérapies ciblées comme l'ibrutinib, le Revlimid. Et puis, ça a souligné l'importance en fait du diagnostic de précision dans ces pathologies. Alors, forcément, les pathologistes se sont empressés, et à raison, hein, de développer des solutions pour faire la différence entre ces deux grands types de lymphome B diffus, avec les algorithmes immunohistochimiques, notamment l'algorithme de Hans, qui est celui qui est le plus utilisé. Et puis, au niveau de la biologie moléculaire, il y a aussi eu des efforts qui ont été faits pour retranscrire ces signatures d'expression génique dans le domaine du diagnostic. Alors avec le travail toujours de l'équipe de Louche-Tôt, avec la signature, la technique de nanostring avec le Lymph2CX, et puis nous, notre petite contribution rouennaise avec la RTM-LPA. Alors, qu'est-ce que c'est que la RTM-LPA? Alors, je ne vais pas vous embêter trop avec la technique de la RTM-LPA. C'est juste une technique relativement simple, rapide, une des qualités, c'est que ça fonctionne plutôt bien sur FFPE, et ça permet de faire de l'expression différentielle de plusieurs gènes. C'est un petit peu, je pense qu'on doit être capable de monter à 20-30 gènes, donc à peu près comme la signature Lymph2CX, et c'est quelque chose qui est vraiment applicable en routine, et on a la chance qu'en fait cet outil qu'on a développé, il continue à servir encore un petit peu aujourd'hui, donc c'est qu'il n'était pas aussi mauvais que ça. Alors, la RTM-LPA, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ce genre de choses. Donc ça, c'est des profils d'expression génique. Donc tous les pics correspondent à un gène, et puis plus le gène est exprimé fortement, plus le pic va être élevé. Et ça permet de faire de l'expression différentielle. Et nous, ce qu'on avait fait, c'est que là, c'est la signature GC, ABC, PMBL. Donc en haut, d'un coup d'œil comme ça, nous, on est capable de vous dire qu'en haut, c'était un diffus ABC. Parce qu'il exprime les gènes bleus qui sont les gènes de la signature ABC, LIMD1, FOXP1, IRF4, où il a aussi une mutation MYD88. Et en bas, en fait, c'était un PMBL, CD30, CD23 mâle. Donc on avait couplé ça à un algorithme alors c'est du machine learning, c'est un petit peu de l'intelligence artificielle, donc avec un algorithme qui est capable de rendre une classification GC, ABC, PMBL à partir de cette technique. Alors ça, on avait mis ça en ligne, ça l'y est toujours d'ailleurs, et c'est toujours utilisé. Donc il y a des laboratoires qui utilisent ces techniques, qui vont uploader leurs fichiers de résultats sur le serveur qu'on a mis en place, et qui vont recevoir de façon automatique leur classification. Mais alors ça ne concerne par contre que les lymphomes B diffus à grandes cellules. Alors, en fait, pourquoi est-ce que c'était important? C'était à cause des thérapies ciblées. Je vous dis, c'était très prometteur, l'ibrutinib, le Revlimid, notamment dans les diffus ABC. Après, les essais de phase 3 n'ont pas été extrêmement concluants, et aujourd'hui, avoir le résultat GC-ABC en clinique, c'est bien, mais ça ne va pas changer fondamentalement la thérapie. Donc, on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment essentiel. Par contre, et ça, c'est notamment Catherine qui m'avait alerté sur ce problème. Il y a tout le domaine des lymphomes à petites cellules, les lymphomes de bas grade, avec cette fois-ci des pathologies qui sont complexes, qui sont diverses, avec les lymphomes folliculaires, les lymphomes du manteau, les LLC, les lymphomes lymphocytiques, et les lymphomes de la zone marginale. Et c'est en fait pour les pathologies, c'est les pathologies qui sont plus difficiles à caractériser. C'est plus difficile de faire un diagnostic différentiel d'un lymphome à petites cellules que d'un diffus à grandes cellules, qui est assez caractéristique au niveau histologie. Alors, effectivement, les lymphomes à petites cellules, ils sont nombreux, ils sont divers. Alors, le plus fréquent, ça c'est tiré directement de l'OMS, c'est le lymphome folliculaire. Et puis, c'est ce que vous a montré tout à l'heure Catherine. Juste derrière, en fait, il y a les lymphomes de la zone marginale, avec lymphome de Malte, marginal splénique, marginal nodal. Voilà, donc c'est quand même des lymphomes relativement fréquents. Alors, je ne sais pas si cette figure, visiblement, c'était plutôt chez des gens d'âge moyen, j'imagine. Voilà. Et alors par contre, la limite qu'on avait avec ce qu'on faisait en RTM-LPA, donc on sortait ça, nos résultats, sur des analyseurs de fragments, des séquenceurs capillaires, c'est qu'en fait notre plafond de verre, c'était une vingtaine de marqueurs, et qu'on n'arrivait pas tellement à aller au-dessus. Alors
ce qu'on a fait pour ça, c'est que, pour répondre à cette question, c'est qu'on a adapté la technique, on a modifié un petit peu notre protocole de biologie moléculaire, on a changé nos oligos un petit peu, on a rajouté des index, on a rajouté des petites choses, et en fait, on a transféré la RTM-LPA de l'analyseur de fragments au séquenceur NGS de nouvelle génération. Alors ça, en fait, l'avantage de ça, c'est qu'une analyse sur un engin comme ça, ça permet d'obtenir plusieurs millions, voire dizaines, voire centaines de millions de séquences indépendantes. Et pour faire du gene expression profiling, donc alors ça ressemble un petit peu à du RNA-seq, hein, c'est pas tout à fait du RNA-seq parce que ça reste de la RTM-LPA, mais ça permet d'obtenir une capacité de multiplexage qui est vraiment extrêmement intéressante. Et puis, ça garde l'avantage de la RTM-LPA classique, c'est-à-dire que c'est un protocole qui continue à fonctionner sur FFPE, qui est simple et qui est rapide. C'est-à-dire qu'une manip comme ça se lance en une journée. Si le séquenceur part le soir, on a le résultat le lendemain sans problème. C'est plus simple que du RNA-seq normal. Et donc, on a décidé d'essayer de faire avec ça un outil d'aide au diagnostic pan-lymphome. Lymphome B essentiellement, un petit peu les lymphomes T, et puis surtout toutes les histologies et tous les grades de lymphome B. Alors pour faire ça, il a fallu qu'on choisisse des marqueurs. Donc les marqueurs, on est allé les chercher dans la classification OMS. En fait, on a pris les marqueurs des pathologistes, des cytologistes. On a essayé de se focaliser sur les marqueurs vraiment, vraiment très forts qui sont utilisés aujourd'hui pour le diagnostic différentiel de ces pathologies. On a rajouté quelques mutations, on peut faire ça aussi un petit peu avec cette technique. On a mis des cibles thérapeutiques, céréblon, CD30, ce genre de choses. Des marqueurs pronostiques, quelques gènes de fusion, bon, on n'a pas grand-chose de ce côté-là. Et puis on a mis des marqueurs aussi sur les cellules du micro-environnement, parce que, par exemple, pour cibler les TFH des lymphomes folliculaires, ce genre de choses, les macrophages, voilà, donc on a des marqueurs là-dessus. Et puis aussi des marqueurs d'immune checkpoint, bon, ça se passe que peut-être plus à visée cognitif avec PD1, PDL1, PDL2, etc. Alors, notre panel, aujourd'hui, c'est ça. Donc, c'est un panel de 137 marqueurs. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on lance une analyse, on va analyser tous ces gènes-là d'un coup. Il y a beaucoup de gènes de diffus. Donc, les gènes de diffus, c'est essentiellement les 3 signatures GC, ABC, PMBL. Et puis, pour les autres lymphomes, il y a CD5, cycline D1, CD23, CD10, CD20, donc un peu les marqueurs dont vous a parlé Catherine tout à l'heure. Voilà. Et puis l'environnement, on a des gènes de T, on a CD28, granzyme, perforine, les gènes TFH, ICOS CD28, ICOS CXL13, etc. TH1, interféron gamma, Tbet, voilà. Donc on a tout ça. Alors on n'a pas Helicobacter, par contre on a EBV, on a HTLV1, on a mis ça. On aurait pu mettre Helicobacter, on aurait peut-être dû d'ailleurs, c'est peut-être une erreur qu'on a faite, et puis bon, des marqueurs pronostiques, MIG-PCL2, etc., etc. Alors pour nous aujourd'hui, comment est-ce qu'on raisonne? En fait, en signature d'expression génique, on raisonne pas comme les anapathes, parce qu'en fait les anapathes, eux, la chance qu'ils ont, c'est que quand ils regardent dans leur microscope et qu'ils font de l'immunohistochimie, ils sont capables de reconnaître la cellule tumorale, donc il y a un aspect cytologique particulier, et ils sont capables avec leurs anticorps de dire c'est la cellule tumorale qui va exprimer tel ou tel marqueur. Nous, en fait, on a l'ARN, donc on n'a pas ce niveau de détail. Par contre, ce qu'on est capable de faire, c'est qu'on est capable de multiplexer beaucoup, et qu'on est systématique et qu'on est quantitatif. Donc nous, en fait, on va raisonner en signatures, et il y a 2 signatures en fait qui sortent vraiment, vraiment bien dans les lymphomes B. C'est toujours les signatures de Louche-Tôt avec la signature GCB, DDLBCL-GC. Donc une signature qui correspond aux gènes qui sont exprimés par les lymphocytes B du centre germinatif. Et puis cette signature ABC. Alors la signature ABC, c'est assez original, parce qu'en fait, effectivement, on la retrouve dans les DLBCL ABC qui sont censés avoir une origine plutôt plasmablastique, qui est une espèce
de stade bizarre du lymphocyte B qui est à la sortie du centre germinatif, donc un B très mature, mais qu'on va retrouver aussi dans des B mémoires, dans des post-GC, dans des pathologies un petit peu auxquelles on ne s'attend pas forcément à la trouver. Alors, la signature GC, en fait, on la trouve, nous, dans deux types de lymphomes, c'est le diffus GC et le lymphome folliculaire. Elle sort très clairement dans le lymphome folliculaire. Donc, le lymphome folliculaire, il est CD10 positif, BCL6 positif, voilà. Donc, pour nous, en fait, un lymphome à petites cellules, un lymphome folliculaire, c'est un diffus GC, mais où on va voir en fait de l'environnement. C'est-à-dire qu'on va voir les gènes, on va voir du CD28, on va voir de l'ICOS, on va voir du CXCL13, et c'est ça en fait qui va nous permettre de dire bah, celui-là, c'est pas forcément un haut grade. Alors on a du mal à caricaturer cette histoire de grade, mais la présence d'environnement en fait c'est très caractéristique d'un lymphome du type lymphome folliculaire. Et alors pour les autres, alors en fait, bah, les autres lymphomes à petites cellules et les autres lymphomes de bas grade, alors le lymphome du manteau, lui, pour nous, il a clairement une signature ABC. C'est aussi net que les diffus ABC, c'est-à-dire que ça va exprimer des gènes comme TACI, enfin je vais vous en montrer, CREB3L2, enfin vraiment la signature ABC telle qu'elle a été décrite par Stotz. Un petit peu d'environnement, mais dans le manteau, c'est léger. Et puis bon, les manteaux, forcément, ils sont cyclines D1. Tout ce qui est lymphome lymphocytique LLC, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on voit, nous, une signature ABC vraiment très nette, très caractéristique. Et là, par contre, on voit de l'environnement avec, encore une fois, des cellules T, des FDC. Donc voilà, bon, et puis les lymphomes lymphocytiques sont, ils sont CD5 poses, CD23 poses, enfin, ils sont assez caractéristiques. Et alors, en fait, le problème dans tout ça, c'est aussi ce que vous a dit Catherine tout à l'heure, c'est que les lymphomes de la zone marginale n'ont pas de marqueurs spécifiques. C'est-à-dire que en fait, pour un pathologiste, le lymphome de la zone marginale, souvent c'est un diagnostic d'élimination. C'est-à-dire que c'est un lymphome à petites cellules qui n'exprime pas la cycline D1, qui va être CD5 négatif, CD23 négatif, avec un MATUTES très bas. Et en fait, il n'y a pas de vrais critères qui permettent de distinguer et de poser le diagnostic de zone marginale. Alors, nous, ce qu'on a aujourd'hui, c'est que la technique, donc la RTMLPA avec le panel à 137 gènes, on a testé beaucoup d'échantillons de biopsie, donc, parce qu'on a eu accès à pas mal de protocoles, et puis chez nous, on a une tumorothèque qui est assez importante. Alors, les pathologies qu'on a le plus analysées pour l'instant, c'est les diffus, parce qu'on a eu accès à des gros protocoles de lymphome B diffus à grandes cellules, mais on a aussi pas mal de biopsies de lymphomes de bas grade, lymphomes à petites cellules qu'on a eu la chance de pouvoir analyser. Donc là, je vous ai mis les effectifs. Et voilà, donc on a un petit peu moins, on a 59 aujourd'hui lymphomes de la zone marginale qui ont été testés. Et donc tous ces lymphomes ont été analysés avec exactement le même outil, la même plateforme. Et ça nous permet d'essayer de regarder en fait quels gènes sont différentiellement exprimés. Donc les diapos que je vais vous montrer là, en fait, ça, c'est vraiment sorti de notre base. C'est juste des histogrammes comme ça qu'on peut interroger cette base très facilement et puis essayer de regarder si on pose la question à cette base, qu'est-ce que c'est qu'un lymphome de la zone marginale? Donc je vous ai mis les flèches rouges. Pour nous, effectivement, c'est un lymphome indolent. C'est-à-dire que de tous les lymphomes B, c'est celui qui a l'expression de KI67 la moins élevée. Donc ça va relativement bien, je pense, avec son comportement clinique. Alors c'est le deuxième paquet d'histogrammes, c'est clairement pas un lymphome folliculaire. C'est-à-dire qu'ici, vous avez le CD10, donc le CD10 c'est la signature GC, et donc on voit qu'en fait les lymphomes qui expriment le CD10, c'est les lymphomes folliculaires et les lymphomes diffus GC, mais en aucun cas les zones marginales. Donc un lymphome de la zone marginale, c'est tout aussi sauf un lymphome du manteau. Alors ça, c'est très facile de faire la différence parce que y a la cycline D1. Bon, il n'y a pas que la cycline D1, mais on voit que la cycline D1 sort vraiment très très fort dans ces pathologies-là. Et puis, on voit que c'est pas non plus une LLC parce que c'est CD23 neg. Donc ça permet d'éliminer les autres petites cellules. Alors qu'est-ce que c'est par contre? Alors pour nous, en fait, c'est un lymphome ABC.
comme les LLC, comme les manteaux et les lymphocytiques. Donc ça exprime les gènes ABC, TACI, CREB3, L2. Ça exprime de l'environnement aussi, comme les lymphomes folliculaires. Donc là, je vous ai mis les marqueurs TFH, ICOS et XCL13. Donc on voit que ces lymphomes sortent vraiment. Et puis nous, on a un marqueur quand même qui se détache dans les lymphomes de zone marginale, c'est le CD138. Alors ça, c'est un marqueur plutôt plasmocytaire, donc on retrouve bien en fait la frontière avec les lymphoplasmocytaires et les maladies de Waldenström. Donc pour nous, CD138, c'est peut-être un marqueur positif du lymphome de la zone marginale. Alors parmi les curiosités aussi, c'est des lymphomes qui pour nous, on les voit souvent, qui expriment les gènes IgM et IgD, donc des lymphomes qui n'auraient pas réalisé la commutation isotypique. Ils sont AID complètement négatifs, donc ça va très bien avec l'origine non GC. Et puis pour quelques-uns, en fait, on trouve une mutation MYD88 L265B. Donc pour nous, bah voilà, en conclusion, un lymphome de la zone marginale, ça ressemble à ça. Ça ressemble à un lymphome ABC à petites cellules avec un environnement T, un petit peu comme les lymphomes folliculaires. Si on regarde les VDJ, bah effectivement, c'est souvent très muté. C'est ABC, CD138+, et souvent c'est IgM pose. Alors en fait, peut-être plus pour les formes nodales. Et puis la classification, bah aujourd'hui, en fait, on la réalise pas juste avec des déductions comme ça. On prend pas, il est sur les 138, on va dire que c'est une zone marginale. En fait, avec cette base, on a entraîné un algorithme d'apprentissage, donc de l'intelligence artificielle avec du random forest, parce qu'on a quand même pas mal de données. Et ça, bah, c'est ce qu'on a publié l'année dernière. Donc, on arrive relativement bien. C'est pas le truc le plus compliqué pour nous de faire un diagnostic, enfin de trouver un lymphome de zone marginale. C'est plus difficile de faire la différence entre un folliculaire et un diffus qu'un zone marginale, et on va pas se tromper avec un manteau en général. Voilà. Et donc, bah, toute la question qui se pose aujourd'hui, et ce sur quoi nous on continue à travailler, c'est est-ce que ce type comment est-ce que ce genre d'outil pourrait s'intégrer dans une pratique courante? Alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même du NGS derrière, il y a quand même, c'est une façon de raisonner qui est pas forcément classique, mais voilà, j'espère que dans les semaines, les mois ou les années qui viennent, on pourra réussir un petit peu à généraliser ces pratiques, et puis et que ça pourra de temps en temps rendre des services. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir de vous répondre. Voilà. Un grand merci pour votre présentation. Alors, on va passer au temps des questions, et donc j'invite Catherine Thieblemont à se reconnecter. Voilà, tout à fait. Donc, on a une première question qui nous a été posée sur le logiciel. Est-ce que pour les lymphomes du Malte gastrique localisés à l'estomac HP-neg, donc j'imagine à la fois sur la biopsie et sur ces délutas respiratoires, est-ce qu'on peut quand même essayer un traitement anti-HP sous prétexte que peut-être la biopsie on n'aurait pas d'HP sur un endroit localisé, mais que peut-être il y aurait un stimulus ailleurs? C'est une très bonne question. On se pose toujours cette question-là en RCP. Déjà, ce que l'on sait, c'est qu'un traitement antibiotique sur un lymphome de Malte non HP, jusqu'au bout non HP, il y a des études qui ont été faites, il y a une étude au moins qui a été faite par les gastroentérologues par rapport à ça, eh bien, ce traitement antibiotique ne marche pas. On pourrait toujours se dire qu'un traitement antibiotique peut diminuer l'inflammation et éventuellement, enfin bref. En tout cas, il y a une étude qui a été démontrée, qui a fait que on sait qu'un traitement antibiotique ne marchera pas sur un lymphome de Malte gastrique non HP. Donc, si on est extra sûr qu'il n'y a pas d'HP, c'est pas la peine de le faire. Mais comme tu le disais, Côme, parfois on peut se dire peut-être que l'infection est tellement minime que le gastroentérologue n'a peut-être pas vu, le NAPAT n'a peut-être pas vu, et qu'on n'a pas eu le temps de faire la sérologie, etc. Bref, dans mon expérience personnelle, 10 jours d'antibiotiques, c'est pas grand-chose. Et si ce n'a pas été fait par le gastro-entérologue, eh bien, je donne le traitement antibiotique. Mais c'est vraiment pour être maximaliste.
sachant que, encore une fois, il n'est pas recommandé, parce que ça ne sert à rien, de donner un traitement antibiotique à un lymphome de Malte HP négatif. Parlant des lymphomes de Malte à Helicobacter pylori, on a vu que l'incidence, du moins le nombre de diagnostics diminuait pour ce qui était lié à H. pylori. Est-ce que vous pensez que c'est lié à une diminution de la prévalence d'H. pylori ou à une augmentation des diagnostics de zone marginale non H. pylori? Clairement, c'est lié à une diminution de la prévalence d'HP dans le monde occidental. D'accord. Et enfin, concernant les nodaux, les formes nodales, dans votre présentation, c'est donc la seule forme qui n'a pas de stimulus, que ce soit infectieux ou auto-immun. Est-ce qu'on a des pistes aujourd'hui qui nous prêtent à penser que ce serait peut-être pas le cas ou il fait vraiment exception? Oui, il fait exception parce que c'est vraiment ganglionnaire. Donc, on ne voit pas bien quel stimulus ça pourrait avoir de façon très locale. Et on sait que les dérégulations, notamment, il y a des voies activées spécifiques qui ne sont pas activées dans les autres spléniques et extraganglionnaires, comme JAK-STAT, qui est activé de façon vraiment spécifique dans ce lymphome de la zone marginale ganglionnaire. Pierre-Edouard, je sais que Oui, tu as des questions oui. supplémentaires. Moi, j'ai quelques questions. La première, c'est, je me posais la question, est-ce que on a trouvé des prédispositions à ce lymphome? Vu qu'il y a cette histoire de stimulation chronique qui est en cause dans pas mal de physiopathes de formes, est-ce que par exemple on a trouvé des familles où il y avait plusieurs cas de lymphome de la zone marginale, ou est-ce qu'il y a des prédispositions au niveau HLA, etc. Ou ça n'a pas été étudié? Alors, si, il y a eu beaucoup de recherches, si. D'accord, Alors, pas de prédisposition familiale, non, pas ok. du tout. C'est pas comme dans le Hodgkin ou dans la leucémie lymphoïde chronique ou dans le Waldenström, zone marginale, non. Non, HLA non plus. Ouais. Et moi j'avais une question sur la forme splénique. Vous disiez il y avait pas mal d'auto-immunité associée. Et vu qu'il y a certaines formes de lymphome, par exemple le Goujon-Sjogren, qui peuvent donner des formes de lymphome de la zone marginale, est-ce que l'auto-immunité, c'est un facteur physiopathe qui est à l'origine du lymphome splénique, ou c'est une conséquence? Et du coup, la question, c'est est-ce que quand on fait une splénectomie, il y a une amélioration des manifestations auto-immunes? Eh bien, c'est pas si évident que ça. L'auto-immunité est associée au lymphome splénique, non pas par conséquence. Donc, ça veut dire qu'un phénomène d'auto-immunité, par exemple, dans les PTI, il y a eu beaucoup d'études dans les années 80-90 pour savoir si les PTI étaient de façon systématique associés à un lymphome de zone marginale au niveau de la rate. Donc, il y a eu beaucoup d'analyses de ces rates de lymphome de PTI, et en fait, il n'y a pas eu d'association si évidente que ça entre PTI et zone marginale, sachant que la splénectomie est un des traitements possibles, ou en tout cas dans le temps ancien où j'étais interne, moi-même, du traitement des PTI. Donc, l'auto-immunité est plutôt associée à la maladie. Voilà. J'ai une question pour Philippe Rumini. Est-ce que la RT-MLPA, vous pouvez aussi la faire dans le sang, éventuellement sur de l'ADN circulant tumoral? Et premièrement, En fait, ça dépend ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que, en l'occurrence, pour l'outil qu'on a développé, non, c'est pas, c'est vraiment, c'est vraiment un outil qui est destiné à analyser les gènes qui sont exprimés par les cellules de biopsie ganglionnaire. En fait, tout l'algorithme d'IA a été entraîné sur des biopsies ganglionnaires. Donc, en fait, les IA, elles sont très bien pour caractériser ce sur quoi, le type de matériel, pourquoi on l'a entraîné. Après, dans le sang, théoriquement, on peut faire l'expression génique sur ce qu'on veut. Après, il faut juste, mais on va pas trouver dans le sang. Si, dans le sang, j'imagine qu'on trouverait la mutation MYD88 ou ce genre de choses, mais on serait pas capable de poser un diagnostic différentiel de lymphome comme ça sur du sang, non. et actuellement à Caen, donc, est-ce que le service vous sollicite directement pour des diagnostics compliqués ou pour l'instant c'est uniquement dans le cadre de la recherche?
Nous, on s'est mis un petit peu un parallèle de nos anapathes, qui en fait, j'ai l'impression qu'ils nous voient comme une espèce de filet de sécurité, c'est-à-dire que ça leur évite des mauvaises surprises. Voilà, je pense que ça les sécurise de voir que la cycline D1 ne sort pas, ça les sécurise de voir que, enfin, je pense que ça les aide de temps en temps. Et puis ça les aide aussi sur certaines formes. On discutait un petit peu tout à l'heure, notamment je sais pas, les AITL, parce qu'on va aller sortir la mutation ROA, enfin ce genre de choses. Ils commencent à intégrer ça bien pas mal dans leur pratique, donc c'est assez bien pour nous. Enfin, Une voilà. dernière question qui nous a été posée par Marine Cazot sur le logiciel. Est-ce que vous avez pu identifier la présence de remaniements IGVH fréquemment retrouvés dans les zones marginales dans votre technique de RTMLPA? Alors nous, dans les zones marginales, en fait, il y a quelque chose. Alors de temps en temps, on voit apparaître des translocations 3.14. IGH BCL6. Alors c'est quelque chose il y a jamais de 14-18 en fait dans ces maladies-là, mais effectivement on retrouve vraiment les anomalies des diffus ABC et oui il y a pas mal je pense que la frontière entre le folliculaire non GC, c'est-à-dire le folliculaire 114-18, CD10 neg, BCL6 neg, BCL2 neg et le lymphome de la zone marginale, elle est extrêmement ténue et qu'il y a certaines formes de lymphome folliculaire, à mon avis, au niveau cell of origin, qui sont beaucoup plus proches de la zone marginale du lymphome folliculaire. Très bien, je vous remercie tous les deux dans de l'AIH et on espère évidemment que tout le monde a apprécié ce webinaire. Nous remercions évidemment nos partenaires qui financent évidemment en partie notre association et nous espérons vous retrouver très rapidement pour un prochain webinaire. Dans le prochain la semaine prochaine tout simplement et portera sur les lymphomes cérébraux avec un débat entre Carole Soussin et Sylvain Choquet le mercredi 10 mars à 19h de nouveau sur un webinaire de l'AIH. Très bonne Merci à soirée. vous. Bonsoir à vous tous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.